Salut à tous, c'est DK. On se retrouve de nouveau dans la question des scripts au sein de Godot et puis dans la fonction ready qu'on avait abordée la dernière fois. Alors, la dernière fois, on avait vu comment taper du texte et le world, c'était pas très pertinent. Là, on va s'intéresser à comment on fait interagir des choses à travers, par exemple, des calculs. Alors, je vous montre un cas précis. Donc, on utilise toujours au sein de la fonction ready la méthode print et on va lui dire, par exemple, de faire 10 plus 2. Donc il y aura tout un tas d'opérations que je vais vous montrer par la suite, j'en ai préparé un certain nombre, on verra ça par la suite. Donc là je vais lancer ma scène, donc la scène en elle-même on n'en a pas besoin, nous ce qu'on veut savoir c'est s'il est capable de faire le calcul, et vous voyez que ici il m'a bien indiqué 12. Alors il m'a indiqué false parce que je dois avoir un autre truc plus bas, ouais j'ai ça qui ne devrait pas être activé, donc on va le désactiver, on va le mettre en commentaire. Hop. Et vous voyez qu'il m'indique bien 12, donc il me fait bien l'addition de 10 plus 2. Hein. Donc voilà, ça c'est juste pour la base de l'addition, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire comme calcul, et c'est de ça qu'on va parler. Alors, dans la documentation Godot, vous pouvez retrouver toute une liste. Hein, donc je suis toujours dans le lien doc avec un s.godotengine.org /fr/4.x, et puis après faut naviguer dans les onglets. Là je suis dans les onglets des scripts, donc dans le GD script, et vous voyez que on a les mentions des opérateurs qui sont là, et vous pouvez retrouver tous les opérateurs existants. Alors il y en a de plusieurs types, il y en a de type on va dire mathématiques, les opérateurs de calcul, et on a des opérateurs de comparaison hein, qui sont ici, et des opérateurs d'identification, hein, donc ou d'affectation plus précisément. Alors je ne vais pas revenir sur tous, mais déjà opérateurs d'affectation, eh bien on les a déjà vus finalement. C'est ni plus ni moins que le signe égal. Quand je dis que ma donnée qui s'appelle nom du perso, elle a pour valeur Mario, je lui affecte la valeur Mario. Donc égal, c'est un opérateur d'affectation. On a vu à l'instant l'addition, eh bien l'opérateur il est là, c'est le plus. Alors je vais pas le faire pour chaque truc, mais alors je vais décommenter ça quand même pour vous le montrer. Mais là, faites-moi confiance, les soustractions ça marche, les multiplications aussi. Alors attention, les multiplications, on n'utilise pas un X, on utilise en informatique le symbole de l'étoile, qui est sur votre clavier. C'est la touche à côté de la touche entrée, hein, donc voilà, en tout cas sur mon clavier. Et la division, c'est un slash. Donc ça marche, il n'y a pas de souci. Petite attention particulière, donc je vais remettre ça en commentaire parce qu'il y a un truc particulier que je voudrais vous montrer sur ce truc-là. Ce truc-là, on a le symbole du pourcentage. Donc c'est un symbole que vous connaissez dans la vie de tous les jours quand vous devez faire, par exemple, vous avez une réduction de 50% sur un article. Le problème, c'est que là, dans Godot, en informatique, ça fait pas des pourcentages. Là, en fait, il va pas me donner 2% du chiffre 9. En fait, en informatique, ça, c'est ce qu'on appelle un modulo. Alors, un modulo, c'est quoi? C'est qu'en fait, il va calculer à partir de nombres entiers, ça marche toujours avec des nombres entiers, combien de fois je peux avoir en multipliant par 2, combien de fois j'ai de choses qui me rapprochent de 9 et qu'est-ce qui reste en bout de course. Je vous donne l'exemple très simple. Pour arriver jusqu'à 9, je peux faire 2 fois 4, ça m'amène à 8. Par contre, si je fais 2 fois 5, on dépasse 9. Donc je ne peux pas aller au-delà de 4. Je peux faire que 2 fois 4, parce que sinon après on dépasse. Donc le modulo, c'est ce qui va rester en fait. C'est que je m'approche le plus possible de 9 sans le dépasser. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Il reste le chiffre 1. Et si je lance l'éditeur, enfin la scène, pardon, vous voyez que là dans la console, il m'a indiqué 1. Parce qu'effectivement,
eh bien, je peux pas aller au-delà de 2 fois 4, sinon après je dépasse. Donc c'est ce qu'on appelle le modulo. Pour faire un pourcentage, finalement, il va falloir plutôt revenir à la base de ce qui est un pourcentage, à savoir, eh ben, un pourcentage, ça n'est ni plus ni moins que la multiplication de deux choses qu'on va diviser par la suite par 100. Quand vous voulez avoir sur un prix un objet qui coûte 200 €, on vous dit, bah moi, je voudrais, j'ai une réduction et je voudrais savoir combien ça fait 50% de 200. Eh bien, en fait, vous multipliez 200 par 50 et vous le divisez par 100. Ben là, c'est pareil. Là, je veux savoir combien font 50% du chiffre 10. Eh bien, alors, je rajoute des parenthèses pour qu'il me fasse bien la multiplication avant la division. Mais je fais 10 fois 50, ce qui va me donner 500. Et je vais le diviser par 100. Et je vais avoir pour résultat 5. Et 5, c'est bien 50% de 10. Il n'y a pas de souci, vous voyez, il m'indique 5. Alors là, il n'y a pas trop de problème parce que je suis sur des nombres entiers. Mais si, par exemple, je lui demandais de me trouver 25%, vous allez voir qu'il va y avoir un problème parce que comme on est sur des nombres entiers, eh ben, il va me dire que... ah oui, bon, là, il comprend parce que justement, j'ai un point 0 derrière mon 100. Mais si je mets que des nombres entiers, il va être bloqué. Au lieu de me dire 2,5, ce qui est vraiment le résultat exact de 25% de 10, parce que 50% c'est 5, si on divise 5 par 2, donc on a 25%, c'est 2,5. Et là vous voyez que le problème c'est qu'il ne me donne pas 2,5, il me donne 2. En fait il m'arrondit. Il m'arrondit parce qu'en fait on lui a demandé de traiter des nombres entiers, des int. Donc si on veut avoir des nombres à virgule, eh bien il faut faire plutôt ce qui est en dessous, c'est-à-dire, hop, donc ça je le remets en commentaire, et on va décommenter ce qui est en dessous. En fait il faut faire plutôt ça, c'est-à-dire vaut mieux rajouter un point avec un 0 pour qu'il comprenne qu'il s'agisse de float. Alors visiblement on n'a pas besoin de le mettre partout, mais par sécurité mettez-le partout. Mais visiblement si je mets point 0 juste derrière 100, visiblement il a l'air de comprendre quand même que ce que je recherche c'est un nombre à virgule, donc un float. Et vous voyez que j'ai 2,5 qui apparaît. Bon, par sécurité, mettez que des floats, comme ça vous êtes sûr que ça marchera. Donc voilà pour les opérateurs dits de calcul. Alors j'ai bien conscience que votre objet à vous, c'est pas forcément de recréer une calculette, mais ça va être de faire un jeu vidéo. Mais gardez à l'esprit que dans un jeu vidéo, eh bien, il y a plein de choses qui ont des valeurs chiffrées. Votre vitesse, c'est un chiffre à virgule, votre nombre de pièces, c'est un nombre entier, etc., etc. Et il va falloir à un moment peut-être faire des calculs entre ces trucs-là. Peut-être que votre vitesse, ça va augmenter si vous récupérez un objet, ou diminuer si vous êtes en contact avec un truc en particulier, etc., etc. Donc, il faut être en capacité de pouvoir faire des opérations dans Godot. Donc voilà. Les opérateurs, il y en a d'autres. Il n'y a pas que les opérateurs de calcul. Tout à l'heure, vous avez vu que j'avais réussi à afficher Hello World. Mais j'avais tout écrit au sein de la même chaîne de caractères, c'est-à-dire tout était écrit entre les deux guillemets. Mais je pourrais très bien, moi, vouloir associer deux choses différentes. Deux groupes de choses différentes. Donc si je veux faire ça, vous voyez, là, il me dit qu'il y a une erreur. Donc pour les associer, il faudrait que je mette un plus entre deux. Donc il faut avoir à l'esprit que le plus, ça peut à la fois être un opérateur qui sert à faire des calculs mathématiques, précisément des additions, mais ça peut aussi être utilisé comme un opérateur de concaténation. Et ça, on le retrouve dans la doc. Vous voyez que là, si je vais ici, on me dit que le plus et le moins, c'est de l'ajout, donc de l'addition et de la soustraction. Mais on vous dit aussi que le plus, au-delà d'ajouter, on peut faire des concaténations. Donc concaténation, c'est quoi? C'est permettre de mettre bout à bout
des chaînes de caractères. Alors quand je dis bout à bout, c'est vraiment bout à bout, parce que vous voyez que si là je lance les choses, vous allez voir dans la console qu'il m'a pas mis d'espace entre hello et world. Hein, il m'a tout collé. Donc si vous voulez pas avoir ce problème, il y a deux possibilités, il y en a même trois. La première, c'est vous mettez un espace après hello. La deuxième, c'est vous mettez un espace devant le W de world. Ou vous faites ce qu'il y a en dessous. Donc ça, je le remets en commentaire. Vous faites ce qu'il y a en dessous, à savoir ceci. C'est-à-dire que vous avez une première chaîne de caractères avec hello. Vous avez votre troisième chaîne de caractères avec world. Et vous en créez une au milieu dans lequel vous mettez juste un espace. Un espace, c'est considéré comme un caractère. Et du coup, eh bien, vous mettez des plus entre chaque chaîne de caractères. Et ça, eh bien, il va comprendre qu'il faut ajouter un espace entre votre mot hello et world, comme vous pouvez le voir ici. Alors là, on nous met tout sur une seule ligne. Moi, je voudrais peut-être avoir world qui vient à la ligne en dessous de hello. Si je veux faire ça, eh bien, c'est ce qu'on a sur la ligne en dessous. Hop, donc on va passer à la ligne en dessous. Donc on a supprimé l'espace qu'il y avait dans notre chaîne de caractères au milieu et on a mis le symbole anti-slash. Donc anti-slash, c'est sur la touche 8 de votre clavier. Il faut appuyer sur Alt, GR et sur la touche 8. Donc ça vous met ce symbole d'un slash à l'envers en fait. Et vous mettez la lettre N. Et en faisant ça, ça va vous faire un retour à la ligne. Et là vous allez voir, Hello World maintenant, il est écrit sur deux lignes. Vous voyez, Hello World, ici, il est sur deux lignes. Donc ça vous permet de faire des retours à la ligne. Donc ça, on va le remettre en commentaire. On peut comparer des choses. Alors là, je vous ai montré comment écrire des choses, mais on peut les comparer. Hein. Au-delà de les additionner, machin, etc., on peut les comparer. Donc là, par exemple, sur cette ligne-là, je lui demande de me faire une comparaison pour savoir si la chaîne de caractères d'Ekaludo est égale, alors égale au sens d'équivalente, hein, à la chaîne de caractères sympa. Et pourquoi je dis équivalente? C'est parce que ça n'est pas un simple égal. Vous voyez, c'est deux égales à la suite. Alors là, ils sont bien attachés. Vous aurez peut-être pas ça. Vous aurez peut-être plutôt ce que vous voyez là dans la documentation. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de micro-espace entre les deux égales. Là, on a ce qui symbolise la différence, c'est-à-dire un point d'exclamation suivi d'un égal. Moi, si je le fais, ça va pas m'afficher ça. Moi, si je fais point d'exclamation et que je mets un égal derrière, il va me les fusionner pour me donner ce symbole-là. Alors, c'est la même chose que ce que vous avez ici dans la documentation. D'un point de vue fonctionnel, il n'y a pas de problème, ça fera la même chose. C'est juste que visuellement, ça n'apparaît pas de la même façon. Si vous voulez avoir les mêmes symboles que moi, vous allez tout simplement dans l'éditeur, vous allez dans paramètres de l'éditeur, et en fait vous tapez, ça on appelle ça des ligatures, donc vous tapez ligature, normalement il devrait vous le trouver, voilà, et là en fait il y a code font contextual ligatures, et moi je suis sur enable, ça veut dire que c'est activé. Si vous ne l'avez pas, par défaut vous serez sur disable, je crois. En tout cas, pour l'activer, vous vous mettez sur enable et vous faites fermer. Et du coup, ça va vous l'activer. Donc, et vous aurez les mêmes symboles que moi. Alors c'est juste visuel, hein, qu'on soit bien d'accord, ça n'a pas d'incidence dans le fonctionnement du code. Donc là, si je lui demande ça, vous allez voir qu'il va me renvoyer un booléen. Donc vrai ou faux, parce qu'en fait il va chercher à savoir si cette chaîne de caractères là elle est identique à celle-là, et si elle est identique il va me dire vrai, si elle n'est pas identique il va me dire faux. Là vous voyez, il me dit faux, c'est logique puisque je lui demande si c'est identique, ça ne l'est pas, donc il me dit faux. Par contre si je mets des Kaludo partout, et bien là il va être capable de repérer que c'est la même chose et il va me dire que c'est vrai. Hop, vous voyez, dans la console, maintenant, il me dit vrai.
Si je lui demande de savoir si Decaludo est différent de Decaludo, hop, donc différence c'est point d'exclamation suivi d'un égal. Hein. Vous voyez, vous mettez d'abord votre point d'exclamation et vous mettez votre égal. Et là du coup il va me fusionner sous cette forme-là. Et bien là, il va me dire que c'est faux. Decaludo, ça n'est pas différent de Decaludo, c'est la même chose. Donc vous voyez, dans ma console, il m'indique faux. Donc voilà comment vous pouvez comparer des choses. Donc encore une fois, ça va être utile dans notre jeu parce qu'on pourra peut-être à un moment avoir besoin de comparer certaines de nos variables. Imaginons un jeu où il n'est pas possible, vous interdisez le fait que quand il y a deux joueurs, les deux joueurs prennent le même perso. Ça pourrait arriver. Donc vous avez un joueur 1 qui par exemple prend Mario, et puis le joueur 2, il veut prendre Mario aussi. Et vous voulez lui interdire de faire ça. Eh bien, on pourrait comparer les choses en demandant est-ce que le nom du personnage qu'a pris le joueur 1, c'est le même que le nom du personnage qu'a pris le joueur 2. Si c'est pas le même, pas de souci, le jeu démarre. Par contre, si c'est le même, eh bien non, il y a un souci, le jeu ne démarre pas. Vous pourriez avoir quelque chose comme ça. Et pour ça, il faudrait comparer. Il faudrait comparer le nom du perso qu'a sélectionné le player 1 par rapport au nom du perso qu'a sélectionné le player 2. Donc des comparaisons, ça peut être très utile aussi dans le cadre de notre jeu. Donc les comparaisons au-delà de l'échelle de caractères, on peut les faire, comme vous le voyez en dessous, j'ai préparé des choses, on peut le faire entre des chiffres, donc pour savoir s'ils sont identiques et différents. Là, si je lance, je lui demande si 5 c'est équivalent à 3, il va me dire, bien entendu, vous le voyez dans la console, que c'est faux, 5 n'est pas identique à 3, et en dessous il marque true par rapport à l'autre calcul, enfin à l'autre comparaison, parce que là je lui demande est-ce que 8 est différent de 6, et il me dit oui, c'est vrai que 8 est différent de 6. Donc voilà, avec des chiffres, ça marche parfaitement aussi. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je vous le montre. Je vais mettre 8,5 pour vous montrer que ça marche aussi avec des flottes, avec des nombres à virgule. Vous voyez, quand je lui demande si 8,5 c'est différent de 6, il me dit, effectivement, il est vrai que c'est différent. Donc pas de souci par rapport à ça. Donc ça, je vais le remettre en commentaire. Voilà. Hop. Et on va regarder ça, ces deux lignes-là. Donc là, on a les symboles inférieurs et les symboles supérieurs. Donc moi, ça se trouve tout à la gauche de mon clavier. Donc par défaut, quand on appuie sur la touche, ça vous met le symbole inférieur. Et si vous faites majuscule plus la touche, ça vous met le symbole supérieur. Donc c'est des symboles en forme de pointe de flèche. Donc là, en fait, on lui demande de savoir si 2 est inférieur à 6 et si 5 est supérieur à 6. Donc 2 inférieur à 6, dans la console, il nous répond, eh bien, il est vrai que 2 est bien inférieur à 6. Par contre, il est faux que 5 est supérieur à 6. Vous voyez? Donc il sait faire aussi des comparaisons pour savoir ce qui est supérieur ou inférieur. Et puis, il y a les symboles supérieur ou égal, qui est ici, ou inférieur ou égal, qui est ici. Alors ces symboles-là, pour les créer, c'est tout simplement, vous mettez votre symbole, par exemple, inférieur, et vous mettez un égal derrière. Il va vous les fusionner. Pareil pour le supérieur. Vous mettez le symbole supérieur, un égal derrière, il vous les fusionne. Et ça fait c'est quelque chose qui est aussi possible à gérer par Godot, puisque en fait, là, on va lui demander deux choses. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 3 ? Ou est-ce que 5 est supérieur ou égal à 3 ? Et là, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, il nous dit, pour le premier calcul, 5 est inférieur ou égal à 3. C'est faux, parce qu'il n'est pas égal, ça c'est sûr, mais en plus, il n'est pas inférieur non plus. Donc, il faut que ce soit l'une des deux conditions.
là, il n'en remplit aucune. Il n'est pas inférieur, il n'est pas égal. Donc, il nous dit c'est faux. Par contre, pour le calcul suivant, on lui demande est-ce que 5 est supérieur ou égal à 3. Alors, la première condition, il la remplit pas, parce qu'effectivement 5 c'est pas égal. Par contre, il remplit la deuxième, il est bien supérieur. Donc comme il faut au moins une des deux conditions qui soit vraie, 5 est bien supérieur à 3, il nous dit que c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est des opérateurs de comparaison. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire avec les opérateurs. Je vous rappelle, dans la doc, vous avez tout un tas d'opérateurs qui sont mentionnés ici. Là, on a agi sur des choses qui sont de l'ordre de chiffres et de choses qu'on a tapées directement au sein de notre fonction ready, et plus précisément au sein de méthode print à chaque fois. Mais c'est par ça que je finirai. Vous allez voir que on peut récupérer aussi les variables qu'on a créées plus haut. Je pourrais par exemple lui demander de m'additionner la vitesse du personnage du jeu Mario avec la vitesse par exemple du personnage du jeu Zelda par exemple. Pour faire ça, plutôt que de mettre des chiffres, je tape le début du nom de ma variable et vous voyez qu'il me propose vitesse. Donc vous voyez, il les reconnaît par le symbole .p. Donc je peux lui dire, voilà, la vitesse de mon personnage du jeu Mario, plus, je retape V, la vitesse de mon personnage du jeu Zelda. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il me dit. Alors ça marche parce que ce sont des chiffres. Vous voyez, il est capable de le faire. Il me dit 40. Voilà. Il me dit 40, pourquoi? Parce qu'il a additionné deux floats. Un float qui a pour valeur 32,0, puis un float qui a pour valeur 8,0. Donc 32 plus 8, ça fait bien 40. Pas de souci. On pourrait lui demander, plus bas, de me concaténer, par exemple, de me concaténer des variables qui ont pour type de valeur des chaînes de caractères, des strings. Là, je pourrais lui dire, je veux que tu m'écrives Link, Mario à la suite de Link. D'ailleurs, on pourrait le faire dans cet ordre-là. Donc, pareil, on va le faire ici. Donc, on va taper L. Non, la variable s'appelle nom du perso Zelda. Donc, vous voyez. Donc, on la sélectionne. On met un plus pour concaténer. Et on refait N. Et là, on va aller chercher. Je crois que c'est nom du perso. J'ai plus le nom de la variable. C'est parce qu'elle est alors, c'est pas une variable, c'est une constante. Elle est en majuscule. Je vais la copier-coller. Comme ça sera plus simple. Hop. Voilà. Là, on va relancer, puis on va voir ce qui se passe dans la console, et vous allez voir, il m'a bien indiqué Link, Mario. Il me les a bien ajoutés les uns à la suite des autres, il me les a bien concaténés. Alors encore une fois, il n'y a pas d'espace, mais je rappelle, si on veut un espace, eh bien, on peut rajouter entre deux une nouvelle chaîne de caractères qui contient un espace. Et puis si on les veut les uns en dessous des autres, eh bien, on peut ajouter entre les deux une chaîne de caractères qui dit retour à la ligne, donc anti-slash n, et puis on met un petit plus, hop, et là vous allez voir par exemple que je vais avoir un retour à la ligne. Hop, vous voyez là, il m'indique Link, et Mario, il me l'indique en dessous. Donc vous voyez, du coup, on peut réutiliser les variables qu'on a créées. Donc on commence à interagir avec les variables grâce à notre fonction ready et à travers la méthode print. Donc voilà, on peut les comparer aussi par exemple. Ça, je vais le remettre en commentaire.
je peux lui demander, est-ce que Mario, c'est la même chose que Link, hein. Donc là, je pourrais lui dire, est-ce que le nom du perso de Zelda est strictement identique au nom du perso. Le nom du perso, c'est le jeu Mario. Et là, si je relance, il va me dire que c'est faux. Il va me dire que c'est faux. Parce que non, le nom du perso de Zelda, c'est Link. Et le nom du perso de l'autre jeu, c'est Mario. Donc ça marche pas. Alors attention quand même, le nom de notre perso Zelda, il est en mode exporté. Donc là, gardez-le à l'esprit. Si je regarde dans l'inspecteur, on voit que le nom du perso de Zelda, c'est le même que dans le code. Hein, c'est le nom par défaut, on ne l'a pas changé. Si je le change, si par contre là je mets Mario, qu'est-ce qui va me prendre en compte? Ce que je viens de taper ici à droite, Mario, pour le nom du perso de Zelda, ou est-ce qu'il va me prendre Link dans mon code? Ben, on va faire le test. Donc je vais lui demander de comparer le nom des différentes choses. Donc tout à l'heure il me disait que c'était faux, hein. Link c'était différent de Zelda. Et là, maintenant qu'est-ce qu'il me dit? Ben, maintenant il me dit que c'est vrai. Alors il me dit pas que c'est vrai parce qu'il est bête, hein. C'est juste que là, ce qu'il a pris en compte pour le nom du perso de Zelda, ça n'est plus ce qu'il y a dans le code, c'est la nouvelle valeur qu'on a indiquée là à droite dans l'inspecteur. Donc ayez ça à l'esprit, quand vous faites des comparaisons sur des variables qui sont exportées, si vous avez la variable par défaut qui est dans votre inspecteur ici, bah, il n'y aura pas de différence. Par contre, si vous changez dans votre inspecteur la variable par défaut pour mettre autre chose, eh bien la comparaison, il va non pas la faire avec ce qu'il y a dans le code, mais avec la nouvelle valeur que vous avez donnée à votre variable exportée. Donc gardez ça à l'esprit, c'est quand même important. Donc ça ferait la même chose avec les différences, hein, on pourrait le faire aussi. Et puis on pourrait comparer des choses, est-ce que elles sont plus grandes les unes que les autres? Alors avec des noms, ça n'aurait pas de sens, mais avec par exemple des vitesses, ça pourrait avoir du sens. On pourrait se demander, est-ce que la vitesse de Zelda est plus élevée que la vitesse de Mario par exemple, hein, etc., etc. Et ça marcherait aussi. Hein. Donc voilà. Alors, avec les booléens, est-ce qu'on pourrait faire des choses? Je réfléchis. On pourrait peut-être, on va essayer, lui demander, est-ce que un booléen, donc un booléen, on en a un qui s'appelle coffre fermé. Hop. Coffre fermé. Est-ce qu'il est équivalent à la valeur false? On peut lui demander ça, par exemple. Et là, il nous dit c'est faux. Il nous dit c'est faux que la valeur du coffre fermé est équivalente à faux. Pourquoi? Bah parce que notre coffre fermé, par défaut, la valeur qu'on lui a donnée, c'est vrai. Donc, il nous dit que non, sa valeur, par défaut, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Donc, il est faux que la valeur soit fausse. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent, vous voyez, de manipuler un certain nombre de choses qu'on avait créées au préalable dans notre script. Là, on les affiche dans la console. Mais à terme, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser pour agir sur notre jeu. D'ailleurs, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin d'afficher, hein. On n'aura pas besoin toujours d'afficher des choses. L'augmentation ou la diminution de la vitesse de notre perso, on n'a pas forcément besoin de l'afficher à l'écran.
Si vous vous rappelez, quand on avait fait la vidéo où je prenais pour exemple justement les jeux Mario et Zelda, on n'avait pas leur vitesse qui s'affichait à l'écran. Mais pour autant, on pouvait constater qu'elle changeait. Quand on appuyait sur un bouton, pour Zelda, c'est quand on récupère plus loin dans le jeu un certain type de bot, etc., etc. Donc en fait, l'idée, moi là je vous l'ai fait à travers la méthode print, parce que c'est visuel, ça vous permet de voir clairement ce qui se passe. Mais après, il y a des choses qu'on n'affichera pas nécessairement. Mais pour autant, il faut quand même être capable, même si on les affiche pas, d'interagir avec ces valeurs-là et de faire des choses avec. Donc on pourra avoir un personnage qui effectivement accélère sans que ça s'affiche, mais en tout cas, on pourra le remarquer dans le jeu parce que notre personnage se déplacera plus vite. Donc des choses comme ça. Donc voilà, c'était dense, on peut faire vraiment plein de choses. Là, ça reste encore des choses basiques, on peut faire bien plus de choses que ça, mais je voulais déjà vous montrer tout ça au travers de la fonction ready. Et puis après, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment on crée d'autres fonctions et comment on peut faire interagir des fonctions entre elles. Donc il y aura des fonctions qui font des choses en elles-mêmes, et du coup qui vont interagir après les unes avec les autres. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Et plus tard, on s'attaquera aux signaux. Parce que je pense qu'on aura suffisamment de base pour aborder la question des signaux. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!